dans la région liégeoise en général, on regorge de personnes qui ont des talents fous, puis on fait des choses incroyables. On veut un orateur dans des thématiques bien particulières qui va répondre à cette question de pour moi, c'est quoi le monde de demain ? C'est pas n'importe quel événement, un TEDx. L'événement, il a un aura. Ce sont de très belles initiatives parce que ça permet de mettre en avant des gens qui n'ont pas toujours l'opportunité d'expliquer leur histoire. Donc les mettre en avant eux, mais surtout d'inspirer toute une génération. C'est ça. On a envie que les gens ils ressortent de ce TED avec des questions, avec des réflexions, avec comment est-ce que moi je peux dans ma vie changer des choses ou modifier ou en tout cas me questionner sur certaines choses de mon quotidien. Aujourd'hui, on accueille l'équipe TEDx Liège, donc un événement mondialement connu qui revient chez nous à Liège le 30 avril. Dans ce podcast, on va se plonger ici avec l'équipe et l'ancienne équipe aussi. On va voir un peu comment ils ont organisé ça. On va voir aussi pourquoi vous devez absolument être présent à cet événement. On va parler un petit peu des orateurs. Donc à mes côtés, j'ai Gilles, j'ai Jérôme et j'ai Marlene. J'ai bien dit ton prénom ? Ouais, tu l'as bien dit, parfait. Donc voilà, je vais laisser chacun vous présenter. On va commencer avec Gilles. Explique-nous qui tu es et quel est ton rôle en tant qu'organisateur. Qu'est-ce que tu fais ? Donc moi, c'est Gilles Groulard. J'ai 24 ans maintenant, depuis peu. Et dans la vie, je suis porteur de projet au Venture Lab. Donc je lance mon petit projet qui est Familis. Donc c'est un réseau social de la famille pour reconnecter les personnes âgées, principalement ceux qui reçoivent des soins à domicile. Et on essaye de mettre en place une plateforme qui regroupe le volet coordination et aussi partage de photos dans la famille. Okay. Et donc sur le côté, je fais partie de l'équipe organisatrice du TEDx. Et donc le rôle que j'ai, je dirais que c'est un peu touche à tout. On a un peu un noyau dur, on se répartit un peu les tâches, mais principalement sponsor et orateur. Okay. Donc c'est toi qui cherche un peu les sponsors, les partenaires. Oui, on a une équipe de sponsoring et c'est surtout se coordonner, chercher des partenariats, que ce soit financiers ou sur l'événement, sur place, essayer de maximiser, l'impact de l'événement, mettre des choses. Et c'est ton premier événement que tu organises ? Non, c'est pas le premier événement, mais ça, on va peut-être en parler un peu plus tard. Mais en fait, j'étais toujours dans des associations d'étudiants. Okay. Et donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait aussi avec le TEDx. Mais je dirais que c'est le premier événement que je fais qui est à la portée de tout public. C'était toujours des conférences que j'organisais, mais qui étaient uniquement dans l'université, pour les étudiants. Donc voilà, je dirais que c'est mon premier événement. Ok. Marlene ? Donc moi, je m'appelle Marlene, j'ai 29 ans, bientôt 30, mais je ne veux pas le dire, j'assume pas. Donc moi, dans la vie, j'accompagne les entreprises dans tout ce qui est efficacité et bien-être au travail. Donc je suis formatrice, conférencière et un peu coach en entreprise. Et le TEDx, c'est en bénévole sur le côté, comme Gilles l'a dit, donc qui nous prend beaucoup de temps, quand même, l'air de rien. Mais moi, je suis une ancienne organisatrice d'événements, donc j'ai travaillé 3 ans et demi dans l'organisation d'événements avant. Et j'avais toujours dit que même si mon chemin s'en était écarté un peu pour diverses raisons, parce que moi j'avais envie d'aller plus loin dans le bien-être humain notamment, et donc d'où cette idée d'efficacité bien-être au travail, j'avais toujours dit j'ai envie de refaire des événements un jour, mais je veux faire des événements à impact, je veux faire des événements qui ont du sens pour moi, qui ont du sens pour la communauté avec lesquelles je les partage, et le TEDx s'inscrivait hyper fort dans ça, et donc moi j'avais cette volonté de revenir avec le TEDx. Et au niveau du TEDx, qu'est-ce que je fais ? Comme Gilles, on est un peu dans le noyau dur nous de l'orga ou Day to Day, donc on se coordonne beaucoup pour ça. Et moi, je suis plutôt tout ce qui est logistique, orateur et un peu com aussi. Et je chapeaute un petit peu ces 3 pôles-là. Jérôme, dis-nous tout. Bonjour tout le monde, très content d'être là. Donc, je m'appelle Jérôme. Moi, je vais le dire, j'ai 43 ans. Voilà. Je suis le vieux ici, autour de la table. C'est bizarre de le dire. Donc, moi, je suis liégeois, très fier de l'être. J'habite à 4000 Liège, j'habite dans l'Aveu. Donc moi, depuis très récemment, je suis passé du côté entrepreneurial. J'étais avant employé depuis presque 20 ans. Je crée pour le moment une entreprise avec mes 2 associés dans le domaine de l'innovation dans le secteur du divertissement, donc musique, sport et autres.
Et donc, je découvre les fameuses joies de créer un projet entrepreneurial. Après, c'est pas le premier, parce que justement, dans le cadre des conférences TEDx, on a développé une ASBL il y a une dizaine d'années qui s'appelle Gotoro, avec des amis. Et l'un des projets qu'on a développé, c'est la conférence TEDx qu'on va avoir la chance de parler, l'opportunité de parler aujourd'hui. Donc, je ne vais pas trop donner de détails maintenant, parce que c'est le but, c'est de me présenter. Et que dire d'autre pour le TEDx. Moi, je suis plus dans l'équipe organisationnelle. Je suis là parce qu'il y a quelques mois, même un peu plus, Gilles et Marlene m'ont contacté parce qu'ils avaient l'ambition d'en créer un. Et nous, on était plutôt du côté, nous, on ne va plus les organiser parce qu'on n'a plus le temps. Et donc, ça tombait bien. Et donc, on s'est dit, tiens, on peut donner le flambeau à une équipe de plus jeunes. C'est bizarre de dire ça. Et donc, à leur demande aussi, puis ça nous faisait plaisir aussi, on est un peu dans une période de transition. Donc, nous, on est là pour amener notre expérience en toute humilité. On n'est vraiment pas dans le choix des orateurs, ni du contenu, de quoi que ce soit. Mais quand ils ont une question, ils peuvent venir vers nous. Et avec grand plaisir, on répond pour qu'ils essayent d'éviter les erreurs que nous, on a commises. Ouais. Même si c'est bien de les commettre aussi, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Bien sûr. Et voilà, donc très content d'être là et très content de parler de ce magnifique projet qui est TEDx Liège. Vous aviez organisé ça en 2018, c'est ça? Alors on a déjà organisé 5 éditions, 2014 à 2018. Ok. L'ASBL Gotoro qui organise ça, qui est toujours la même ASBL, qui est en passe d'être prise par l'équipe ici autour de la table, a organisé pas mal d'autres événements. Au total, à un moment, on est monté à 40 bénévoles toute l'année. On a organisé les conférences TEDx, on a aussi organisé les concepts Pechakucha, je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est un concept similaire à TEDx, mais qui vient du Japon. Pechakucha, le concept, c'est aussi du contenu inspirant, c'est le même genre de contenu, mais c'est 20 slides, 20 secondes par slide, et le slide, après 20 secondes, change automatiquement. Ah, ok, d'accord. Et donc, à un moment, si la personne ne va pas assez vite, il faut qu'elle accélère, ou l'inverse, il va meubler. En général, c'est plutôt, il n'y a pas le temps suffisant. Et c'est bien parce que c'est 6 minutes 40 et c'est très dynamique comme ça. Donc, si même on n'aime pas le contenu, on sait bien que ça dure 6 minutes 40 c'est ça. et que ça va aller vite. Donc, ça, c'est un truc qu'on a fait. On en a fait pas mal. Ici à Liège ou... Oui, à Liège. On fait Pechakucha à Liège. Pareil, c'était une licence. On avait la licence liégeoise. Notre concept qu'on a organisé, c'est les Startup Weekend. Donc, ça, c'est un concept aussi. C'est une licence qui vient des États-Unis. C'est en 54 heures. On accompagne des gens qui ont des idées pour les aider à sortir après 54 heures avec un vrai business model. Bon, c'est un peu utopique, mais on en a organisé une dizaine. Ça rassemblait à chaque fois 120 personnes. Ok. Et donc, au total, on a organisé beaucoup d'événements avec cette ambition. De parler de l'ASBL Gotoro en 2014, c'était vraiment qu'il n'y avait pas encore beaucoup de programmes ou de conférences qui soutenaient l'entrepreneuriat. Maintenant, il y en a beaucoup plus, et tant mieux. Surtout qu'à l'époque, au niveau digital, même les réseaux sociaux et tout, c'était pas développé. Donc, 2014, ça commençait, ouais. Mais c'est sûr que c'était pas... nous-mêmes, on commençait à créer nos propres projets entrepreneuriaux, et je vous donne une idée. Moi, mon premier projet entrepreneurial, c'était en 2007. Ça fait vieux de dire ça. Ça va faire rire mes deux associés. C'est pas les mêmes, mais c'est ceux de l'époque. Et on avait l'ambition de créer une plateforme de vente de vin en ligne. Oui. Ah ouais. Oui, bref. Et à l'époque, pour créer un site web, ça coûtait pas 10 € par mois sur Wix ou une plateforme comme ça nous a coûté 80 000 €. 80 000 €. Parce qu'il n'y avait pas de... En 2007. Ouais, un peu moins, peut-être 60, mais parce qu'il n'y avait pas de Wix et tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de système de paiement automatique. Ouais. J'exagère peut-être un peu en disant 80, mais c'était vite 50-60 à mon avis. Et donc on a appris les joies d'investir et ça n'a pas marché. Et donc c'est de là aussi, pas que, les autres cofondateurs de Gotoro ont aussi essayé de créer leur propre projet et se sont aussi brisés les dents sur des erreurs entrepreneuriales. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement accompagner des gens qui veulent créer des projets? Et c'est là que l'idée de créer l'ASBL Gotoro, de créer les Startup Weekend dans un premier temps est venue pour amener des entrepreneurs chevronnés autour de la table pour des plus jeunes entrepreneurs qui ne sont pas... Jeunes entrepreneurs, c'est pas que lié à l'âge, c'est aussi des gens même bien sûr, l'expérience. 35 ans qui veulent créer leur premier projet pour éviter de faire ces erreurs des débutants que nous on a faites.
Et puis, après une édition, on a fait une deuxième édition. Puis à un moment, on s'est dit, c'est quand même cool les conférences TEDx. On ferait pas ça à Liège. Puis on a fait les conférences TEDx. Puis on a amené le concept Pecha Kucha. Et puis c'est très vite monté avec plusieurs équipes qui ont organisé plusieurs événements. Très dynamique, très sympa. Et puis, il y a 2018, puis 2019, on a fait une année sans. Puis il y a le Covid qui est arrivé. Et là, évidemment, on peut faire de l'événementiel pendant le Covid, c'est plus compliqué. Et juste après le Covid, nos amis sont venus nous trouver en disant, tiens, nous, on aimerait bien lancer les TEDx. Et on s'est dit, mais génial, allons-y et repartons de plus belle là-dessus. Toi, quand tu as lancé les premiers événements, même hors TEDx, tu étais confronté à quelles difficultés? Genre, est-ce que déjà au niveau de la région, il y avait des aides ou pas forcément, c'était quelque chose Alors déjà, de dire que le digital n'était pas encore développé, tu me vieillis vraiment quand même. Je ne sais pas quand a été créé Facebook, mais je crois que c'était plutôt en 2007-2008. Instagram, ça a commencé en 2014, je crois. Voilà, mais Facebook, c'était 2007-2008, donc le Gotoro, c'est fait en 2014. L'Instagram commençait, donc on a déjà ici, il y avait déjà un compte, je crois. Mais je taquine, donc clairement, il y a beaucoup plus d'outils maintenant, comme ce que j'expliquais avec l'exemple du site web. Maintenant, il y a moyen, même sans compétences de développement. Mais surtout que les gens, même au niveau conscientisation, tu vois, ils sont beaucoup plus orientés entrepreneuriat. Les gens aujourd'hui. Alors ça, oui, clairement. Et c'était l'ambition dès le début. Donc clairement, on était parti de ce principe-là quand on a créé l'ASBL Gotoro, c'est qu'il n'y avait pas assez de personnes qui avaient envie d'entreprendre. Voilà, moi, j'ai fait HEC et je me souviendrai toujours, quand j'étais toujours à HEC, je suis sorti en 2005, quelqu'un était venu poser la question dans l'amphi, tiens, ici dans l'amphi, qui veut entreprendre? Et il n'y avait que 3 mains qui se sont levées. C'est vrai? Parce que c'était toujours le modèle classique, on va dans une société de consultance au Luxembourg ou dans une grosse boîte. Et moi-même, j'ai commencé par des grosses boîtes. J'ai très vite compris que ce n'était pas fait pour moi. Et maintenant, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais maintenant, quand on pose la question dans un amphi, surtout à HEC, il y en a un peu plus. On peut en parler peut-être à côté avec toi, avec Gilles. C'est différent parce que il y a eu vraiment tout un travail des acteurs publics, mais pas que. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs, des acteurs comme vous. Et puis, il y a le podcast qui pousse, on raconte des histoires. Le TEDx, c'est aussi l'objectif. C'est de donner l'envie de le faire, de dire prenez le risque. Mais il y a eu un gros travail ces 10 dernières années là-dessus et on sent quand même qu'il y a une évolution. Alors, clairement, l'entrepreneuriat, c'est risqué, c'est pas simple. Ce n'est pas que le côté sexy que l'on peut voir tout le temps, mais par contre, l'entrepreneuriat, c'est super excitant. C'est prendre sa vie en main. Clairement, maintenant, je pense qu'il y a des différences. Pas pour ça qu'il n'y a pas encore des challenges, mais il y a des différences par rapport à il y a une dizaine d'années. Et vous avez fait face à quel genre de difficultés actuellement pour l'organisation du TEDx? Je pense que, on peut en parler longuement, mais en fait, si on doit choisir 3. En fait, je pense qu'il faut le voir un peu comme ici, on remet une espèce de machine en route. Mais il y a un peu tout à remettre en route, ne serait-ce que la communication, savoir que... Parce qu'il y a plein de gens, ils sont surpris qu'il y avait un TEDx à Liège. C'est vrai qu'avant d'avoir eu l'idée, nous, on n'était pas forcément au courant. Enfin, c'est aussi parce que moi, je ne suis pas liégeois. Mais donc, ne serait-ce que refaire connaître l'événement aux gens. Évidemment, il y a toute la crédibilité, je veux dire, de l'événement en soi pour aller rechercher après des sponsors, etc. C'est une nouvelle équipe. Donc, je dirais que les difficultés, c'est un peu comme recommencer un projet de zéro. Il y a un peu tout à faire. Et voilà, maintenant, c'est vrai que l'écosystème, peut-être par rapport à avant, a beaucoup changé parce que ici, on arrive quand même facilement à s'entourer d'organisations, que ce soit ici HEC par exemple ou Elmo qui nous aident beaucoup et nous mettent en relation avec leurs partenaires, et aussi nous challenge bien avec l'équipe historique. Et puis il y a l'effet aussi Venture Lab. Donc le TEDx ici cette année est repris dans le festival des métamorphoses entrepreneuriales. Donc voilà, on bénéficie d'un peu de tout l'essor et tout la motivation, je veux dire, qui vient ici plus récemment. Donc moi je dirais que c'est ça, c'est arriver à refaire connaître le projet, enfin la conférence, ne serait-ce que pour y participer, mais aussi au niveau des partenaires, etc. Je dirais que c'est le plus gros défi. Si je peux ajouter un truc, tu parlais de la com, la dernière édition c'était en 2018. Et donc en 2018, je ne vais pas dire l'âge que tu avais, mais... J'avais 17. Voilà, donc peut-être que tu ne connaissais pas encore les TEDx. Et donc il y a clairement une partie de la communauté TEDx qui maintenant, plus ton âge, ne nous connaissait pas, nous, parce que nous, on ciblait plus ceux de nos âges, etc. Donc c'est d'une certaine manière logique
qu'il y a une communauté à recréer, mais je pense qu'il y a quand même une communauté existante qui sera là, qui sera présente. Et c'est ce qui fait la richesse des conférences TEDx, c'est la mixité entre les personnes qui viennent tant sur scène que dans le public. Et moi, je me souviens, dans les dernières éditions, on avait tant des gens de 18-20 ans que des gens de 60-70 ans et qui parlaient ensemble. « Oh, t'as vu ce qu'il a dit sur scène ?» C'est ce qui fait la richesse et c'est ce que vous allez découvrir. Ouais. Mais c'est ce que j'allais dire. Il y a une difficulté qui est en même temps, c'est un challenge et en même temps c'est une grande richesse, c'est le relationnel. Parfois c'est difficile d'aller trouver le bon orateur, la bonne personne qui va parler du bon sujet, qui va promouvoir la bonne thématique, qui va être en lien avec ce qu'on a envie de dire. Et en même temps, c'est des super rencontres. C'est des gens que tu rencontres et tu te rends compte, et moi j'adore l'humain, et donc tu te rends compte que chaque personne est inspirante à sa manière. Tout le monde a quelque chose à raconter. Et je trouve que ça, c'est une belle découverte aussi avec le TEDx, c'est d'aller à la rencontre de gens que tu n'aurais pas côtoyés dans ta vie normale. Alors parfois, tu te prends des murs aussi parce que tu connais pas tout le monde, tu ouvres ton réseau, tu essayes aussi d'un petit peu prendre les contacts des gens. Mais parfois, tu as des gens qui juste te répondent pas. Mais ça, je trouve que c'est aussi... Le challenge, c'est d'aller trouver les bonnes personnes. Et en même temps, c'est hyper riche de rencontres, comme tu dis. Et si on reste dans l'humain aussi, parce que moi, je suis très dans l'humain, évidemment, l'équipe aussi. Constituer la nouvelle équipe, trouver des gens Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe ? On est 10 là, plus ou moins, dans le noyau gros élargi. On est 3 dans le noyau dur. Donc, il y a Gilles, moi et Adrien qui sommes vraiment dans le day-to-day. Après, on a une équipe un peu élargie avec le sponsoring, la com, et qui nous aide un peu sur tous ces sujets-là. Après, on va élargir l'équipe pour le jour J. Et puis, alors, on a l'équipe historique, comme on aime l'appeler. Les vieux, voilà, les anciens. Les dinosaures. Là. Les coachs. Non, mais les anciens qui sont, oui, clairement, qui ont un peu cette posture de coach, qui nous aident, qui nous donnent le maximum d'infos, de contacts, de tout ce qu'ils peuvent et de toute cette expérience, comme tu disais, que nous, on a la chance de pouvoir bénéficier. Et ça, on vous remercie pour ça, parce que c'est aussi un soutien, quoi. Nous, on part pas de rien, on relance, mais on a quand même une bonne équipe derrière qui nous soutient. Mais c'est vrai que aller trouver des bénévoles, parce que nous, on fait ça sur notre temps off, on va dire. On n'est pas rémunéré pour le faire, on ne le sera jamais, parce que c'est vraiment c'est du bénévolat. Donc, aller trouver des gens qui sont prêts à s'investir autant de temps dans du bénévolat, au-delà, il faut leur faire comprendre, il faut concilier les motivations de chacun. Pourquoi tu fais un TEDx ? Pourquoi tu as envie de participer à cette aventure-là ? Et concilier un peu les motivations de chacun, arriver à gérer un peu les downs des personnes pour que, tu vois, l'équipe reste toujours motivée, etc. Ça, c'est un beau challenge aussi. Ouais. Et je pense que c'est une bonne formation de management aussi, tu vois, quelque part. Et pas simple, hein, donc c'est pas la même chose de manager des gens que tu payes que des bénévoles. C'est ça. Parce que le bénévole, il peut très vite te dire va-te, hein, on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est ce que je voulais peut-être ajouter, si je peux me permettre, c'est que la gestion d'une ASBL et la gestion d'un événement, c'est de l'entrepreneuriat en soi déjà. L'entrepreneuriat n'est pas obligé de tout le temps for profit. Donc tous ceux qui gèrent des ASBL, c'est de l'entrepreneuriat. C'est gérer de la compta, c'est gérer des équipes, c'est gérer de la communication, c'est gérer tout. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel personnellement j'ai beaucoup appris et vous apprenez beaucoup aussi. Donc ça, c'est super cool. Donc j'aurais juste envie de dire le petit message à 2 balles, mais entreprendre, c'est pas spécialement créer une boîte qui vaut des millions. Non, pas du tout. C'est créer un événement, créer un projet, gérer un budget. Ouais. Et c'est même démarrer par là, parce que c'est là que vous allez pouvoir découvrir comment ça marche. Alors pour revenir sur ce que tu disais par rapport à avoir des portes ou des gens qui ne répondent pas. Moi, j'ai beaucoup appris avec la gestion de la SBL et surtout la création de TEDx. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce que vous risquez quand vous contactez quelqu'un, un sponsor ou autre? C'est 1, soit pas de réponse, pas grave. 2, non, pas grave aussi, c'est dommage, mais c'est pas grave. Et 3, oui. Donc, en gros, il faut foncer, il faut y aller. Et moi, par exemple, à un moment, je me suis dit, en 2016, c'est cool de faire TEDx, mais j'aimerais bien lancer ma propre marque. Et je me suis dit, je vais faire de ce que j'ai appris de TED, et je vais le faire pour un autre concept. Et on a lancé, j'étais pas tout seul, dans mon ancien boulot, un programme qui s'appelle Walifornia, qui est un programme d'accélération et une conférence dans la musique et la tech, avec les Ardentes et le fonds Lean Square, pour qui je travaillais. Et du jour au lendemain, je me suis dit, je veux faire un truc international. Et de ce que j'ai appris avec TEDx, c'est pas peur d'y aller, d'aller contacter les gens de chez Spotify, les patrons d'Universal Monde, des super gros artistes.
Évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Réseau, ça se crée. Mais en 8 ans, c'est devenu maintenant, et c'est même pas moi qui le dis, mais c'est devenu la meilleure conférence en Europe en tech et musique et l'une des meilleures au monde. Et chaque année, ici à la Grand Poste, viennent en juillet, juste avant les Ardentes, les plus hauts profils tech et musique au monde dans tout ce qui est musique business. Mais pourquoi ? Tout le monde me dit, mais même eux-mêmes, les internationaux, ils disent, mais on vient à Liège, c'est comme fou. Comment vous avez réussi à faire ça ? Et ils me disent, c'est parce que vous visez la qualité, vous avez l'accueil à la liégeoise, on a osé les contacter. Et ça, c'est une force. C'est une force que j'ai appris de TEDx. C'est une force que vous apprenez aussi. Et surtout, toujours garder cet ADN liégeois. C'est-à-dire qualité, mais relax, cool, souriant, super accueil. Et ça, les gens, on a l'impression que tout le monde est comme ça, mais non. Au début, je me disais, mais pourquoi ils me disent merci de nous avoir accueillis comme ça ? Je ne comprenais pas. Et en fait, petit à petit, je réfléchis sur moi-même, sur ce qu'on faisait. Je me suis dit, mais en fait, c'est notre ADN liégeois. Et donc, de faire de la qualité, très important, et de toujours garder cet ADN liégeois positif et souriant. Et ça marche. Ça, ils aiment bien. Et c'est intéressant parce que tu parles justement du réseau. Je pense que c'est un des gros problèmes de 99% des entrepreneurs, c'est qu'ils n'osent pas pousser les portes, contacter, etc. Déjà, moi, j'ai une question pour vous, c'est comment vous avez choisi vos orateurs et comment concrètement vous avez fait pour aller les contacter ? Est-ce que c'est quoi ? C'est un mail, c'est un appel, c'est je connais un tel qui peut peut-être le ramener ? C'est de tout. On a canardé partout. Non, on a une thématique. Alors, je l'ai dit peut-être déjà. Donc, ici, cette année, c'est naissance d'une nouvelle ère ou l'aube d'une nouvelle ère. Et donc, déjà, c'était, OK, on va réfléchir. On veut un orateur dans des thématiques bien particulières qui va répondre à cette question de... pour moi, c'est quoi le monde de demain dans ma vision, dans ma propre catégorie. Et donc, nous, on a sous-découpé notre thème en se disant, OK, on veut un économiste qui va nous parler de l'économie de demain. On veut un scientifique qui va nous parler de c'est quoi les évolutions scientifiques selon lui. On veut quelqu'un dans la spiritualité qui va nous parler de développement personnel, de New Age, de ces vagues-là et de, OK, comment est-ce que tu mets le curseur ? Et donc, en fait, on a été définir des sous-thématiques. Et après, en fonction des sous-thématiques, on a demandé à l'équipe historique, est-ce que vous avez des contacts à nous donner ? On a cherché des propres profils. Moi, j'ai activé aussi mon réseau d'amis. J'ai des amis qui sont humoristes. J'ai dit, j'aimerais bien une humoriste qui va nous parler de la question du genre parce que j'avais envie que cette question du genre, elle soit mise sur le tapis, mais en même temps d'une manière un peu plus smooth, un peu plus fun, parce que parfois, on peut vite être un peu dans le côté révolutionnaire. Et donc, j'avais envie de quelqu'un. Et donc, j'ai demandé à un ami humoriste, est-ce que tu connais des humoristes qui ont ce profil-là ? Il m'en a donné quelques-uns. J'ai contacté par mail, sur Instagram, sur LinkedIn. Là, tu canardes un peu. Une fois que tu as tes profils, tu les canardes de partout et tu essayes de voir qui répondent. Évidemment, t'en as qui répondent pas. T'en as qui te demandent un budget. Et il faut savoir que les orateurs, TED officiels, c'est réglementé, donc on ne peut pas rémunérer les orateurs pour leur talk. Donc ça, c'est aussi parfois la problématique qu'on a eue, c'est le nom, c'était moi je veux un budget. J'ai un entrepreneur dont je ne citerai pas le nom, mais qui est français, qui n'est pas liégeois, donc ça va, qui lui voulait 20 000 € pour faire ses 15 minutes de talk. C'est inimaginable pour nous. Déjà, on peut pas. Et en plus, tu te dis, attends, c'est 15 minutes, 20 000 €. C'est abusé. Mais c'est ça qui est bien aussi avec TED, et ça, vous nous avez poussé à le faire directement avec l'équipe historique, c'est que il y a nos limites. TED, c'est quand même un cachet. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien faire une conférence TED. Donc, on a vraiment fait des séances de brainstorming où on pensait même les idées les plus folles. On a un Excel de personnes qu'on a voulu inviter. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le statut, je vais dire, de TED, tu as d'office une réponse. Oui, c'est peut-être un nom ou quoi, mais t'es de suite mis au courant. Et donc, et c'est aussi un des atouts qu'on a essayé de mettre en place pour éviter ce problème d'honoraires, etc. Enfin, je sais pas si on dit d'honoraires, mais voilà, tu demandes... pour faire une conférence, tu demandes de l'argent, on explique déjà un peu la démarche de TED. Et puis aussi, c'est l'accueil à la liégeoise, etc., qu'on essaie de mettre en place aussi. Donc, Mais ça, Gilles aime bien le mettre en avant, l'accueil. Ouais, à chaque fois, j'ai dit, c'est ce que je vends aux orateurs, donc je peux pas les décevoir, là. T'as la pression, là, maintenant. T'as la pression, là, Gilles. Les frites après la conférence, c'est ça. Et à l'époque, vous aviez quoi comme thématique quand vous avez organisé Attends, là, tu me replonges dans le passé. Donc, on a eu Harder, Better, Faster, Stronger. Donc, ça, c'était la chanson des Daft Punk. Nous, alors c'est ce qu'on avait dit aussi à la nouvelle équipe. Nous, on avait notre ADN. Avec Greg, on était sur scène et en général, on se déguisait tous les deux par rapport à la thématique. Donc, on avait fait faire des casques en 3D au Relab
des Daft Punk. Donc, on est monté sur scène au début et on a fait un petit mix faux. Et ça a démarré comme ça. Un autre, c'était Back to the Future. Donc là, moi, j'étais déguisé en Marty et lui en Doc. On avait fait venir la DeLorean. Il n'y en a qu'une en Europe, il y en a plusieurs, mais il y en a qu'une qui est vraiment validée en Europe, elle est venue d'Angleterre. Et donc, on essaie de décorer par rapport à ça. Donc, les thématiques, on les choisissait par rapport à des sujets qu'on voulait aborder. Ça permet une thématique, comme tu le disais, de donner une direction aux orateurs, mais sans trop les diriger. Ils doivent respecter la thématique, mais à un moment, c'est à eux d'être créatifs. À chaque fois, c'était on essaie de rester générique. The Faster Stronger, Back to the Future. Naissance d'une nouvelle ère aussi. Voilà, c'est très large, quoi. On a eu un, c'était... j'ai oublié le nom, comment on disait, mais c'était... je ne sais plus ce que c'était, c'est un truc lié au spatial. Et c'était vraiment... Moon quelque chose. Moon, je ne sais plus, je retrouverai. et là, en fait, c'était pas du tout lié au spatial, c'était de faire des projets vraiment de fou. Ouais. Et le nom en anglais, il y a Moon dedans, mais je ne retrouverai pas. Si Nico m'entend, c'était son idée, il va me dire, mais enfin, Jérôme... et en fait, à un moment, je me suis dit, si le thème fait penser au spatial, on a invité quelqu'un de l'Agence spatiale européenne. Et en fait, le mec était venu expliquer comment, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était en 2015 ou 2016, ils ont réussi à faire atterrir une sonde sur une comète. Et c'était l'ingénieur en charge de ça qu'on avait invité. Ah ouais. Et moi, le mec a réussi sur une comète qui bouge à faire atterrir une sonde et prend des images. Moi, encore maintenant, je me dis, mais comment est-ce qu'il a fait ça et le mec est venu expliquer ça. Alors, l'ingénieur, évidemment, petite lunette, parce que c'est pas évidemment avec une télécommande. Et c'était super inspirant. Donc, les thématiques, pour revenir à ta question, on essaie de rester générique, mais toujours avec un côté inspirant. Un autre exemple, on a eu une fois, c'était Rebellion. Et un exemple, on avait invité un fermier à venir parler, on l'a fait 2 fois. Alors toujours challenging, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler, les fermiers, évidemment, ce n'est pas leur métier. Et je me souviens, lui, il était super inspirant, parce que c'est celui qui a lancé la coopérative Fer Rebelle, je ne sais pas si vous voyez. La coopérative Fer Rebelle, c'est tous les producteurs de lait dans la région qui se sont mis ensemble pour produire du lait. Et il explique tout, comment ils font, etc. Alors, déjà super inspirant, parce qu'il parlait super bien, et ça ne m'étonnait pas, mais vraiment, les gens étaient super captivés. Et à la fin, il a dit, d'ailleurs, on ne s'attendait pas du tout à cette conclusion. D'ailleurs, nous, on le fait de manière rebelle, parce qu'on le fait rebelle, Fer Rebelle. Et sa conclusion était liée à la thématique, vraiment super sympa. Et donc les thématiques, pour conclure, génériques, mais toujours avec une envie d'inspirer les gens. Ouais. C'est ça qui est bien, c'est qu'au final, c'est pas qu'entrepreneurial, business, entreprise. Il y a aussi le côté aspirant dans divers domaines. Tu as parlé d'un scientifique. Là, je crois que cette année, vous avez aussi quelqu'un qui avait travaillé avec Stephen Hawking. Donc, on a Thomas Hertog qui vient. La petite fierté. Donc aussi c'est un peu le thème aussi spatial. Donc et lui il va faire un talk sur le Einstein Telescope, qui est un projet européen. Je vais pas en dire plus, mais oui c'est super chouette de pouvoir aller chercher des profils comme ça. Et puis c'est aussi quelque chose dont je me suis rendu compte en cherchant des orateurs pour le TEDx, c'est qu'en Belgique et même dans la région liégeoise en général, on regorge de personnes qui ont des talents fous ou qui ont fait des choses incroyables. Et juste, c'est pas forcément mis en avant, mais des événements comme le TEDx, des podcasts, c'est des moyens de mettre en avant aussi la richesse locale. Donc, c'est toute la force d'un TEDx. Et ça, c'est une des qualités, des défauts des Liégeois, je dirais même plus globalement des Belges, c'est qu'on n'est pas assez fiers de ce qu'on fait. Et pour moi, c'est une qualité, c'est-à-dire qu'on ne se la pète pas. Mais parfois, il faut savoir dire qu'on fait bien les choses. Et c'est vrai, je te rejoins, Gilles. Et pas qu'à Liège, mais en Wallonie, en Belgique, de manière générale, on fait des choses, mais magnifiques. Et on n'en parle pas assez. Donc, le TEDx ou le podcast que tu fais, que tu développes depuis plusieurs mois, ce sont des très belles initiatives parce que ça permet de mettre en avant des gens qui n'ont pas toujours l'opportunité d'expliquer leur histoire. Donc, de les mettre en avant eux, mais surtout d'inspirer toute une génération qui aura envie d'entreprendre, qui aura envie de se lancer dans du sport de haut niveau ou qui aura envie de devenir artiste. Parce que le concept de mon podcast, mais de TEDx, n'est pas que mettre en avant des entrepreneurs, c'est mettre en avant aussi des artistes, des sportifs, de tout type d'acteurs qui entreprennent à leur manière.
C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a le côté authentique qui amène le côté humain, tu en as parlé tout à l'heure, qui permet aussi encore plus d'aspirer. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, à l'époque, je voyais des gens qui étaient entrepreneurs, etc. Mais tu sentais cette barrière entre ils sont là et nous, on est là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les podcasts, les TEDx, etc. permettent de créer cette connexion humaine, de se dire, ah tiens, en fait, ils sont quelque part comme nous, ils l'ont fait et nous aussi, on peut le faire, quoi. Donc, franchement, c'est génial. On peut peut-être parler de certains orateurs qui viennent cette année. On a parlé c'était comment le nom? De Thomas Hertog. Voilà. Et en plus, c'est la TEDx en anglais, c'est ça? Ouais, lui, il va faire son talk en anglais. Bah, forcément, lui, il est néerlandophone à la base. Il vient du côté de Louvain. Donc, mais voilà, c'était aussi la question de est-ce qu'on fait tous nos talks en français? Est-ce qu'on fait tous nos talks en anglais? Bah, ici, on est parti du principe que voilà, faites-le dans la langue dont vous êtes le plus à l'aise. Et puis, je pense aussi pour ce type de projet et sur quoi il va parler, ça c'est peut-être mieux en anglais aussi avec la portée que peut avoir après la vidéo, etc. Je pense que ça fait sens. Donc, mais sinon, ça sera à chaque fois en français. On n'a pas d'autres. C'est le seul en anglais. C'est le seul. Tu peux nous parler des autres orateurs qui viennent peut-être? Oui, alors on a par exemple Timothée Paric, économiste de la décroissance. Moi j'adore le dire parce que lui-même il est très... c'est très provocateur ce titre de la décroissance, tu vois, parce qu'on se dit mais attends, là on veut tous croître, les entreprises elles ont besoin, les entrepreneurs ils ont besoin de croître et donc j'aime beaucoup son point de vue de se dire tiens oui on peut croître, mais en fait lui il dit une phrase qui est hyper sensée et que j'adore, c'est toujours c'est illusoire de croire qu'on peut croître à l'infini dans un monde aux ressources qui sont limitées. Ouais. Et donc, c'est des enjeux, c'est des problématiques que quand tu entreprends ou même quand tu es consommateur dans ta vie réelle, c'est hyper important, je trouve, d'entendre. Alors, tu peux ne pas être d'accord avec ce genre de discours, mais c'est ça aussi l'objectif de nos orateurs ici, là, c'est d'aller titiller. Nous, on a envie que les gens ils ressortent de ce TED avec des questions, avec des réflexions, avec tiens, comment est-ce que moi, je peux, dans ma vie, changer des choses ou modifier ou en tout cas me questionner sur certaines choses de mon quotidien. Donc voilà, Timothée Paric, c'est un très bon orateur pour ça, par exemple. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On a Caroline Pultz qui, elle, a un parcours qui est hyper chouette parce qu'elle est architecte d'intérieur de base et elle s'est recentrée sur tout ce qui est un peu biosphère. Et donc, en fait, c'est biosphère urbaine, c'est-à-dire c'est comment est-ce qu'on fait vivre un écosystème vivant et un petit peu plus végétal au cœur de la ville. Et donc, elle a mixé, en fait, sa passion pour l'architecture avec sa passion pour l'écologie. Et donc, elle a fait un espèce de petit mix pour parler des biosphères. Et elle a fait plusieurs types de biosphères dans le désert, biosphère urbaine, etc. Et donc, elle va nous parler de ça. Troisième que je peux dire, et puis je te laisserai en citer d'autres. On a Béatrice de Mailleux aussi, qui, elle, est la fondatrice de Bicode, qui est une école pour les jeunes, pour leur apprendre à coder, justement, et dans tout ce qui est technologique. Et elle nous parlera plutôt d'éducation et des enjeux aujourd'hui de l'éducation. Comment est-ce qu'on fait pour des jeunes dans un monde qui change, dans un monde qui bouge, dans un monde qui va vite, dans un monde aux possibilités infinies. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner au mieux les jeunes pour qu'aujourd'hui, ils sachent un peu la direction qu'ils ont envie de prendre, quoi. Et puis après, on a aussi, donc on a eu l'occasion de déjà faire une petite répète il n'y a pas si longtemps, donc on a pu un peu avoir les coulisses de quoi les talks vont parler. Et aussi, on a Moana Genevet qui est une humoriste qui va venir parler de l'écoute, plus au sens large. Et donc, j'ai envie de dire, de ce qu'on a vu ici des différents talks, je trouve que ce qui ressort directement, c'est des talks de passionnés. Tu vois qu'ils viennent parler de leur parcours et c'est pas toujours de la façon dont on les voit d'habitude. Par exemple, tu as cité Béatrice de Mailleux. C'est son talk, c'est pas sous sa bannière de CEO de Bicode, c'est sous son vrai nom, sur elle, sur ce qu'elle vit. Et donc voilà, et puis pour peut-être terminer l'affiche, on a aussi Thomas Troupin. Qui a la chance d'avoir Thomas Troupin. Oui, c'est vrai, on a donc qui a le restaurant Thomas ici à Liège, qui va venir aussi parler de la déshumanisation de la consommation. Et donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a surpris lors de nos répétitions. C'est, je veux dire, on voit tout autre visage comme ça des personnes et c'est ça qui est vraiment chouette et qu'on va aller chercher
pendant l'événement. Et vous, c'est quoi qui vous motive justement à organiser ce type d'événement? Toi, tu as parlé du côté humain. Il y a d'autres choses ou c'est vraiment l'expérience qui te plaît Moi, c'est l'impact. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis une anticonformiste. Moi, j'aime changer les codes, j'aime les remettre en question, j'aime qu'on se questionne, j'aime qu'on déconstruise pour reconstruire derrière, évidemment. Alors, il ne faut pas tout déconstruire, évidemment, mais moi, j'aime que les gens se posent des questions et j'aime avoir de l'impact. Et donc, ce genre d'événement, pour moi, ça rentre dans le mille avec cette idée de inspirer les gens, les impacter, les questionner. Donc moi, c'était plus, avant le côté humain, des belles rencontres, etc. C'était vraiment ce côté, j'ai envie que les gens, et j'ai envie qu'on ait à nouveau sur la scène liégeoise un événement qui questionne. Parce qu'on a plein d'événements et qui parfois vont tous parler un peu des mêmes thématiques, où tu ressors avec plein de choses, tu ressors avec plein d'inspirations. Sur l'entrepreneuriat, par exemple, on a la chance d'avoir un vivier aujourd'hui et d'avoir plein d'événements qui sont hyper inspirants. Mais c'est vrai que tu ressors avec plein sur l'entrepreneuriat et parfois tu ne te questionnes pas sur les autres thématiques sociétales. Ici, c'est vraiment l'enjeu de se questionner sur notre vie en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est plus large aussi. Et moi, c'était vraiment cette question d'impact et de quelque part que chacun puisse se dire, tiens, c'est quoi ma petite place dans le monde? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle est la contribution que moi j'ai envie d'y apporter, quoi, tu vois, c'était un peu... Tu veux faire cogiter les gens. Ouais, moi j'aime bien ça. Et toi? Moi, je dirais que ce qui m'a tenté directement dans l'aventure, enfin, dans l'organisation du TEDx, c'est vraiment l'aventure d'organiser un événement comme ça. En fait, à la toute base, donc l'idée, elle est venue de notre association d'étudiants. Donc j'étais avec des amis quand on est passé dans le board. Donc c'était pour représenter en bref l'association d'étudiants, c'était le Dow Jones Club à HEC et on organisait des conférences. Et puis on arrivait sur la fin des études, etc. C'était un peu notre dernière année dans l'association et on voulait aller chercher un événement supplémentaire, faire un peu la différence, etc. dans ce qu'on faisait d'habitude. Et puis c'était Alexis justement qui a eu l'idée du TEDx et puis rapidement on nous a mis en relation avec Jérôme et donc quand il nous a expliqué comment ça fonctionne un TEDx, il y a une ASBL derrière, tout ce qu'il faut mettre en place, etc. Moi, directement, je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est toute une aventure qui va se mettre en place. On recrée vraiment quelque chose de zéro. C'est refaire une équipe, c'est refaire des partenariats, etc. Et donc, je dirais que c'est vraiment tout le chemin qu'on va traverser ici pour pouvoir faire déjà cette première édition et les suivantes qui me motivent. J'adore, franchement, je suis un mordu comme ça de projets. J'aime bien les vivre à fond. Et donc, c'est ça qui a fait que j'étais partant pour l'idée. Et puis, ça tombait vraiment bien parce que c'était ma dernière année à HEC durant mes études. J'ai toujours eu ça sur le côté, je veux dire un projet de conférence sur le côté, etc. Et je me suis dit, ça va me permettre aussi de garder un pied, je veux dire, ailleurs, dans un projet, toujours dans le monde des conférences. Et donc ça me rassurait aussi. Et puis après, il y a toutes les dimensions qui se sont ajoutées, comme tu as expliqué, Marlene. C'est pas n'importe quel événement, un TEDx. Hein, c'est une véritable... L'événement, il a un aura. Et donc, le fait de pouvoir le remettre à Liège et de voir redémarrer ici cette machine, c'est un plus. Et donc... Et de faire revivre la culture liégeoise aussi. Et si je pourrais rajouter aussi au niveau de la belle histoire, parce que moi, je trouve que c'était une belle histoire. En fait, Gilles, Alexis, ils sont lancés de leur côté. Ils avaient contacté Jérôme. Et moi, j'étais accompagnée par Eclos à l'époque. Je sors de réunion avec ma coach de chez Eclos. Et dans ma to-do list, j'ai mis contacter Jérôme parce que je sais qu'il a fait des TEDx Liège et j'ai envie de le refaire, j'ai envie de relancer cette initiative, donc il faut que je fasse. Je sors de la salle de réunion, j'ai Gaël qui travaille aussi chez Eclos qui me dit « Est-ce que tu as vu mon message sur Instagram ?» Je dis « Bah non, je n'ai pas vu ton message sur Instagram. » Elle me dit « Tu regardes en rentrant et puis tu me dis. » Je rentre chez moi et je vois ce message sur Instagram, elle me dit « Il y a des étudiants qui veulent relancer le TEDx à Liège, ils sont en contact avec Jérôme, est-ce que ça tente de faire partie de l'aventure ?» Et tu vois, là je me dis ça c'est une très belle histoire parce que je me suis dit, OK, tout s'aligne parce qu'on l'a lancé tous les deux de notre côté, cette envie avec des envies aussi différentes. Et puis, on s'est retrouvés sur ce projet et on s'est rencontrés avec l'équipe historique aussi. Et donc, ça nous a aussi remotivés à se dire, quelque part, c'est aussi
excellente manière de refaire un peu vivre la culture liégeoise et donc faire un peu briller, j'aime bien le dire, faire briller notre cité ardente sûr, au niveau ouais. international aussi, quelque part, parce que TED, c'est quand même international, l'air de rien. Donc, Bah ouais, c'est vrai, comme disait Gilles, c'est vrai qu'il y a une certaine aura, donc il faut pouvoir assumer quelque part. Et, ne stresse pas comme ça. non, mais justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous, ça vous a mis quand même une pression? Parce que voilà, c'est quand même TEDx, quoi. Ou pas forcément, vous avez dit, on va y arriver, ça va être... Si je peux juste dire un truc, clairement, dès le départ, quand on voit les règles de TED et de TEDx, ça met strict. déjà la pression. Ouais. Il y a beaucoup de règles à respecter, qui sont top, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de règles à respecter. Ne pas payer les orateurs, il y a certains contenus qu'on ne peut pas parler, et c'est pas du tout qu'ils interdisent de parler de certains sujets, mais évidemment, des sujets qui sont, quand je vais le dire au micro, oui, c'est logique, mais ils insistent sur le côté, faire attention que quelqu'un ne va pas aborder des questions compliquées autour du racisme, autour de la vente des armes, autour de tout la politique. Donc ça doit rester aspirant. Et donc il y a quand même ce contrôle, c'est pas ce contrôle, mais c'est cette gestion de la curation, ce que vous faites, des gens que vous invitez, qui est importante. Et puis il y a un respect du logo, il y a un respect de la manière dont on communique, les vidéos, comment on les produit, le site web. On ne peut pas mettre le TEDx Liège comme on veut. C'est tout. Déjà là, il y a une pression. Mais ce qui amène ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire ça nous donne envie d'aller plus loin. Ça vous donne envie d'aller plus loin. C'est une marque quand même impressionnante. On a envie de mettre en avant de dire qu'à Liège, on fait des bons TEDx. Et donc, dès le début, on se dit on va le faire à fond, on va le faire bien. Ouais. Et en Belgique, il y a différentes villes qui le font ou il y a que Liège qui le fait? Alors maintenant, historiquement, vous allez peut-être pouvoir le dire, historiquement, il y en avait à Bruxelles, je crois qu'il y en a toujours un à Bruxelles, il y en avait à Louvain, à Leuven, à Louvain-la-Neuve, à Celt en a fait, je crois qu'il y en a eu à Anvers. À Namur aussi. Namur, ouais. Mais c'est des TEDx différents parce qu'il y a les TEDx ville et les TEDx université. Il n'y a pas eu le TEDx Liège aussi? Si, c'était avant nous. Ouais. Damiano qui avait organisé ça. Non, Mariano, pardon, pas Damiano, Mariano. Et pour revenir sur cette histoire de pression, je vais quand même le dire, même s'il est juste en face. Nous, on se met... Alors, il y a la pression de, faire l'événement, etc. Mais en fait, on est tellement au day-to-day que là, on se dit, on veut l'organiser bien et voilà. Mais on a quand même effectivement cette petite pression aussi de se dire, eux, ils l'ont fait avant nous, ils l'ont fait hyper bien. Et on a aussi envie qu'ils soient un peu fiers de nous. On l'est déjà. Ils nous ont passé le flambeau, ils nous ont aidés, ils nous ont accompagnés. Et donc, il y a aussi ce petit côté, on a envie de leur dire merci à notre manière en rendant cet événement aussi bien que ce qu'ils l'ont fait. Alors, je pense qu'on ne sera pas aussi bien que vos dernières éditions en première édition chez nous, évidemment. Mais voilà, tu vois, il y a aussi c'est une manière aussi pour nous, je pense, de remercier l'ancienne équipe et de leur dire, allez, on est là et on veut assurer. Quoi. Tu es fier de tes Padawan? Écoute, oui, comme je vois comme ils bossent et le type d'orateur qu'ils arrivent à chercher, évidemment, je n'en doutais pas. Et clairement, c'est une nouvelle ère. Donc, c'est-à-dire que dès le début, on leur a dit, sur base de notre expérience, on leur a dit, le contenu, c'est vous, et l'organisation, c'est vous. On est là pour répondre à vos questions si vous avez besoin. Et donc, c'est aussi ça que doit attendre le public, c'est une nouvelle équipe et donc une nouvelle manière de faire les choses. Donc, évidemment, c'est une première édition qui va être géniale, mais c'est normal qu'après une première édition d'une nouvelle ère, quand tu dis, je suis sûr que ça va être aussi bien organisé que notre dernière édition, mais nous, on avait déjà 5 années derrière nous, un public qui doit se renouveler, un réseau, donc c'est normal que ça change, et tant mieux. À un moment, il doit y avoir de la nouveauté, ça ne va pas être tout le temps des mêmes cerveaux que ça va sortir. Donc vous aujourd'hui, vous avez le rôle de plus vieux sage. Grand frère, j'allais dire grand frère, grand frère, je préfère. Donc voilà, vous n'intervenez pas vraiment dans l'événement, c'est vraiment... en tant que grand sage. Exact. On les ennuie quand même tous les 2 mois avec des réunions. On les investit quand même. Ça nous fait plaisir. Mais non, bien sûr que non. Et c'était voulu dès le début. Déjà, pourquoi aussi on a moins organisé, c'est parce que en grandissant, on va dire en vieillissant, on a pris en responsabilité dans nos boulots respectifs. Et donc moins de temps pour le faire. Et c'est pas qu'on ne voulait pas, mais ça nous frustrait. Et donc à un moment, quand vous êtes venus nous trouver, on était en train de dire, on va refaire un. Et on reportait 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis quand ils sont arrivés, on s'est dit, waouh, là, ça y est, il y a une opportunité et tant mieux. Et je ne sais plus ta question. Je suis parti sur... ton rôle concrètement. Mon rôle concrètement, c'est répondre à leurs questions qu'ils en ont besoin, par le WhatsApp, par email, des connexions, d'ouvrir le réseau, que ce soit les orateurs, que ce soit des potentiels sponsors. Rien que tout à l'heure, on se posait la question de la comptabilité de la SBL, parce qu'il faut gérer la comptabilité de la SBL. Et on était en train de se dire qui va le faire, comment. Puis on s'est dit il y a quelques semaines,
ils vont le faire. Et puis, c'est pas la même chose, je dirais, c'est chacun son métier. Et en fait, finalement, on a un nouveau partenaire qui va nous aider, comptable, à gérer la compta de la SBL. Mais c'est ça, c'est se débrouiller, c'est trouver des solutions en partenariat nature, en nature. Ouais. C'est ça, entreprendre. C'est vraiment savoir se dire, on s'entoure d'une équipe, mais aussi de partenaires qui peuvent nous aider à le faire. Et donc, pour répondre à la question, mon rôle, c'est d'essayer de faciliter, quand ils en ont besoin, dans des problématiques auxquelles ils sont confrontés, si j'ai une réponse, mais aussi les laisser aussi parfois le nez dans leurs problèmes pour qu'ils apprennent. Et comme nous, on a appris. Et puis ici, il y a vraiment une équipe de support qui est là, donc avec l'équipe historique, mais aussi HEC et Elmo. On a des personnes aussi des deux écoles qui nous aident. Et voilà, on a des réunions qui sont ponctuelles pour aussi leur poser nos questions, etc. Quand on a un problème. Enfin voilà, c'est vraiment un super bon appui pour pouvoir nous aider à organiser tout ça. Donc ouais, c'est... Donc j'en profite pour saluer Nicolas Charrier de Elmo et Aurore Tilquin d'HEC, qui en effet font un très bel accompagnement de l'ASBL et de la conférence. Et ne serait-ce que pouvoir bénéficier aussi du réseau et des étudiants, parce que ici, la dynamique de la relance du TEDx aussi, elle est différente de ce que vous avez fait, parce qu'il y a une recherche plus pérenne, de rendre l'événement plus pérenne dans le temps, et donc de pouvoir à chaque fois aller chercher des étudiants, les rendre acteurs dans l'événement, et pouvoir aussi avoir un board d'organisation qui va tourner dans le temps, et de faire en sorte que le TEDx ne se perde pas dans le temps, et qu'il n'y ait pas à chaque fois besoin de faire une transition, que la transition elle se fasse d'année en année. Et donc ça aussi, les écoles, c'est un super bon atout de pouvoir aller chercher des étudiants qui sont motivés, qui ont envie de lancer des projets comme ça. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que ça s'est fait aussi avec les écoles HEC et Elmo. Et dans 5, 6, 7 ans, ce sera vous les vieux. C'est ça, on sera sur cette chaîne. Donc là, vous avez déjà le projet de faire un événement, un deuxième événement après, quoi. Oui, ici c'est la vision, quoi. C'était l'objectif de reprendre ici cette SBL, c'est pas de faire une fois l'événement et puis voilà. Non, c'est vraiment de pouvoir le remettre, chaque année, de pouvoir relancer des éditions. Donc voilà, on en fera combien, je sais pas, 5, 6 avant de passer le flambeau. Il l'a dit. Il a dit, mais il est déjà ambitieux. Moi, j'allais dire, Gilou, on va faire ce premier-ci, on va déjà voir si c'est un succès. Ouais, c'est vrai, je m'emballe un peu, mais... Et là, concrètement, l'événement, donc ça va se passer comment? Vous pouvez nous en parler un petit peu au niveau de... Il y a les talks, il y a le networking, comment ça se passe? Oui, donc en fait, ça prend... ça débute début d'après-midi, vers 13h. À 13h. À 13h Pile. À 13h pile. Il ne faut pas être en retard. On est tous à 12h30. Il faut venir à 12h30. Ouverture des portes à 12h30. Exactement. Et donc, en fait, on a 9 orateurs en tout, et ça va être à chaque fois 3 séances de 3 pitchs. Et entre ces 3 pitchs, il y a une heure de networking où tout le monde pourra échanger. On va organiser aussi des petites activités sur place. Il y aura des partenaires aussi sur place pour faire vivre l'événement. Et donc, voilà, donc ça va être à chaque fois 3 fois 3 pitchs. Et puis, le soir, on organise aussi une petite soirée de clôture pour nos partenaires avec les orateurs. Un petit dîner VIP. Un petit dîner aussi, ouais. Et au niveau des networking, et ça c'est le truc qui est hyper important pour nous, c'est qu'on ne veut pas que ce soit un networking classique où tu es là et tu échanges avec la personne qui est à côté de toi, où tu n'oses pas trop parler, tu viens entre amis et donc tu parles avec des amis. Non, on veut que les gens ils se rencontrent, ils échangent sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ont ressenti, et donc on va aussi les pousser à sortir de leur zone de confort durant ces heures de networking. Et je pense que c'est ça qui va être chouette aussi, parce que TEDx, c'est partager et promouvoir les idées à travers les communautés. Et nous, on a envie aussi que cet événement, il serve à créer et recréer cette communauté. Et donc aussi à travers ces sessions de networking, et pas que avec les talks. Donc ça, c'est important pour nous aussi d'y aller à ce niveau-là, quoi. Ouais. Ok. Donc, et je te coupe, pardon, mais je souligne aussi, parce que tu ne l'as pas mentionné, on va avoir des prestations musicales de Nora Volon, qui est une artiste belge qui a sorti son album récemment, qui est passée dans The Voice, qui a été, je ne sais plus, elle a fait un très beau parcours dans The Voice, mais je ne sais pas si elle était demi-finaliste ou finaliste, mais donc on aura aussi la chance de l'accueillir sur scène. Elle a des textes en français et elle nous en parlera aussi. Ça, c'est très chouette aussi, parce qu'on va avoir des moments d'échange avec l'artiste en dehors de ses prestations musicales, parce que ça s'insère aussi dans la thématique et dans la réflexion autour de ça. Donc voilà. Okay. Et ça se passe où, du coup?
à l'Orchestre Philharmonique de Liège, une très très belle salle qu'on adore, donc il faut absolument venir. Pour ceux qui ne sont jamais venus, je le conseille, c'est Boulevard Pircot. Ouais. C'est vraiment, on a déjà fait 2 éditions du TEDx Liège là-bas. C'est un endroit magnifique. Je ne peux que le conseiller pour ceux qui ne sont jamais allés. Évidemment, ceux qui sont déjà allés, je conseille aussi de venir. Mais c'est la salle en elle-même, même personne sur scène, elle est aspirante. Pour ceux qui ne sont jamais venus, vous avez dit, mais on a ça à Liège. C'est vrai que tu as déjà été. Mais... j'ai été une fois et c'est vrai que je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, putain, mais il y a ça à Liège en fait. Et on a parlé, t'en parlais tout à l'heure, il y a vraiment des gens incroyables à Liège, il y a des endroits incroyables à Liège. Et souvent, on a tendance à vouloir partir voir ailleurs, se dire, tiens, je vais voir ce qui se passe là-bas. Alors qu'ici, on a quand même des choses cool. Et ce genre d'événement que vous organisez, ça permet de mettre en avant tout ça, quoi. Donc c'est génial. C'est génial. Et ok, j'ai envie de vous poser une question. Je suis jeune passionné d'entrepreneuriat. Ouais, pour me convaincre en une phrase ou en un pitch de venir, ce serait quoi? T'es plus doué. Comment ça? Pourquoi je dis ça? Parce que je remarque que c'est toujours la même chose. Ouais. Et moi, quand j'étais jeune, c'était je suis chaud, mais toi, les Liégeois, on est comme ça. C'est chaud, mais vas-y. Je commence. Vas-y. Donc, en une phrase, je pourrais en parler des heures évidemment, c'est venez, vous allez rencontrer des gens inspirants, tant les orateurs que le public qui sera là. Et si vous voulez entreprendre, c'est dès aujourd'hui que vous devez créer votre réseau. Donc voilà. Magnifique. Ouais. La voix du sage. Super. Et du coup, ça se passe comment? Je dois prendre des tickets, je dois aller sur le site internet? Oui, donc on a mis en vente ici les tickets. Donc on a 2 formules. On a une formule classique standard pour participer à l'après-midi et on a une formule B2B destinée aux entreprises pour pouvoir passer un moment après privilégié avec les orateurs, etc. par la suite. J'aimerais revenir sur un petit point essentiel, c'est justement l'univers TEDx. Peut-être nous expliquer un peu ce que veut dire TED et nous en parler un peu de la mission, etc. Alors, si je ne me trompe pas, TED, ça a été créé aux États-Unis en 2004, je crois. Ça date. Même un peu plus tôt. Ça veut dire Technology, Entertainment and Design. C'est devenu très rapidement aux États-Unis une conférence assez courue. Alors, TEDx, c'est différent parce que le X veut dire que c'est organisé sur les règles TED et la marque TED, mais par des organisateurs indépendants comme nous. Et les TED sont devenus une des plus grosses conférences au monde, mais les tickets se vendent à 5-10 000 $, donc pas accessible vraiment. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé TEDx pour un peu, je dirais, en organiser plus dans le monde et par des organisateurs indépendants à des prix plus abordables pour pouvoir vraiment, comme ils disent, diffuser l'esprit de TED dans le monde. Ça fait très américain. Et je crois que l'un des tout premiers TEDx, c'était, il faudrait vérifier les dates, mais en 2009-2010, et je pense que ce n'est pas le premier, mais c'est un des tout premiers à Bruxelles. Il y a eu Paris aussi, qui ont été organisés. Et depuis maintenant, je crois qu'il y en a 300-400 chaque année dans le monde, au-delà du TED classique qui a lieu chaque année à Vancouver. Même si le TED classique, c'est un seul en fait. C'est un seul, c'est TED. Ouais, okay. Il n'y a pas de X, c'est TED. Je pense que c'est bientôt, c'est dans 2-3 semaines. Les bureaux sont à New York et je pense qu'ils organisent la conférence TED à Vancouver, sauf s'ils ont changé. Et c'est le même principe, genre ils invitent un peu des même gens, principe où tu as sauf qu'il y a du beau monde quoi. Il y a déjà du beau monde à Liège, mais là ils ont les tout gros, on va dire. Moi j'ai eu la chance en fait ce qui se passe aussi, c'est que pour pouvoir avoir accès à la licence TEDx et organisé pour plus de 100 personnes, il faut être formé. C'est un truc. Donc j'ai dû malheureusement aller il y a quelques années à Vancouver à la conférence TED, où là il y a des prix spéciaux. J'ai pas payé le prix que je vous ai dit, mais pour ceux qui organisent un TED dans leur propre ville. Donc j'ai participé à ça avec d'autres organisateurs TEDx. C'était un genre de petit Erasmus très sympa de plein de pays différents. Où on a rencontré les organisateurs de TED, c'est Chris Anderson je crois si je me souviens bien, et on a, ils nous ont expliqué un peu toutes les règles, comment ça marche, c'est quoi faire un bon TEDx, attention aux erreurs, un tel, ce qu'on essaie de faire maintenant dans l'autre sens, ça m'a permis de rencontrer les organisateurs de TEDx, je crois que c'était Bordeaux, il y avait des gens de certains pays africains, il y avait d'Asie, c'était assez sympa, et en fait il y a une communauté, donc je ne sais pas si la plateforme existe toujours, il faudrait aller voir, où on peut échanger avec les organisateurs de TEDx. Mais évidemment, je vais dire, j'aime pas dire mais, il y a
la qualité des conférences TEDx, ça c'est moi personnellement qui vais le dire, n'est pas la même selon les villes, parce que tout dépend de ceux qui l'organisent c'est ça. et de l'envie qu'ils mettent dedans. Évidemment, si à un moment il y a un truc qui est mal organisé, les TED derrière vont dire l'année prochaine vous n'avez pas la licence, parce que chaque année on doit renouveler la licence. D'accord, ok. Donc on a dû envoyer une candidature, même si, le fait qu'on avait déjà fait 5 éditions de qualité, le fait que ce soit une super équipe derrière, c'est passé assez bien, ça a pris quand même un peu de temps pour avoir la réponse, mais c'est passé assez bien. Mais maintenant il y en a tellement que parfois, oui, la marque en a un peu pâti, parce qu'il y en a des moins de bonne qualité. Et donc tout dépend de l'ADN qui est mis dedans, et donc l'ADN à la liégeoise, c'est un très bon ADN. Il faut venir et vous pouvez avoir confiance dans la nouvelle équipe. C'est vrai, comme tu dis, moi, fut une époque où je regardais justement des TEDx sur YouTube, et parfois, tu en avais, c'était pas terrible, quoi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça devient un peu, voilà, quoi, sans plus, et j'ai arrêté de regarder. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir assumer, encore une fois, qu'il y ait une bonne qualité d'orateur, que l'événement soit cool, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'à Liège, on aime organiser des choses. C'est faire confiance en l'équipe organisatrice. C'est ça. Et vous pouvez en avoir franchement confiance quand je vois l'énergie qu'ils mettent dedans. Et surtout aussi, c'est quelque chose que nous, on faisait, qu'on n'a pas obligé, mais qu'ils ont fait aussi. C'est qu'en fait, on propose un coach aux orateurs pour les aider à... Parce que c'est bien d'avoir une belle histoire, c'est bien de savoir même déjà parler, ou certains ne savent pas spécialement parler devant un public. C'est pas qu'accessible à ceux qui savent parler devant un public. Et je laisserai en parler après l'équipe, mais le fait d'avoir un coach, ça rassure et ça donne des outils aussi. Parce qu'on n'a pas dit, mais c'est maximum 18 minutes. Un talk TEDx, on ne peut pas aller plus loin. Pourquoi ? Parce que c'est une règle TED. Et pourquoi cette règle ? C'est qu'il y a des études qui ont été faites par TED qui disent qu'après 18 minutes, les gens, ils n'écoutent plus. Ce qui est vrai. C'est fou parce que les podcasts qu'on sort ici sur la chaîne YouTube, la moyenne, c'est entre 18 et 20 minutes. Donc voilà, c'est prouvé encore avec les podcasts. C'est incroyable. Donc on ne nous écoute plus ici. Ça fait 30 minutes, il n'y a plus personne. Et donc ils sont partis de ça. Et même en général, j'ai remarqué que nous, les TEDx à Liège, on disait maximum 18 minutes, mais en général, j'en faisais même 12. On n'obligeait pas, il faisait 12, on verra avec vous. Mais peut-être je vais vous laisser parler un mot de qui vous travaillez, le coach, et ce qu'il fait. Ouais, donc nous, on travaille effectivement, comme tu le disais, avec un coach qui nous s'appelle Pascal Verasselt et qui effectivement nous aide à coacher nos orateurs, à leur donner des tips parce qu'effectivement, c'est bête, mais savoir qui regarder, à qui tu t'adresses quand tu fais un talk pour que tu puisses parler à tout le monde quand tu es devant un auditoire de 300 personnes. En fait, voilà, c'est des choses qui s'apprennent aussi, ton mouvement dans l'espace, etc. Donc, lui, il nous aide à les coacher sur ça. Et puis, nous, on est là aussi avec l'équipe, les co-organisateurs, pour les aider dans leur contenu. Alors, ils sont toujours hyper libres au niveau du contenu, mais on les aide à structurer. On se dit, tiens, j'ai compris. Ou là, j'aurais aimé que tu reviennes me chercher avec telle anecdote ou avec telle chose. Donc, on essaye aussi de les accompagner sur la construction du talk en tant que tel pour que ils se sentent hyper à l'aise et qu'on se dise aussi... ça va intéresser notre public et les gens vont pas décrocher, les gens vont avoir envie d'écouter jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a rien à faire, c'est stressant. Oui. Les orateurs, je ne sais pas celui avec qui vous parlez, mais je me souviens, ils me disaient toujours, Jérôme, c'est gentil, ça me fait super fier, je suis très content de le faire, mais on est filmé, c'est TEDx, ça va être sur YouTube de TED, parce que c'est uploadé sur le YouTube de TED. C'est une pression de fou. Et parfois, c'était déjà des gens que j'avais vus sur scène. Je me suis dit, ça va aller tout seul. Mais non, on me disait, on se met une pression, ce qui, en fait, fait qu'ils se préparent encore plus. Ah ouais, d'accord. Et une petite anecdote sur je me souviens, le coach, nous, c'était Thierry Giesler qui accompagnait. Un truc que j'ai retenu, c'est la règle du W. Je ne sais pas si... on l'a vu celle-là. La règle du W, c'est tu regardes d'abord le dessus du W quelqu'un, et puis tu descends, tu regardes quelqu'un d'autre, puis tu remontes, et en fait, tu vois les gens dans le public comme ça. Il y a plein de petites règles comme ça, où si tu n'es vraiment pas à l'aise, ça c'est un truc connu, c'est imagine que toi, tu es le seul habillé et tout le monde est tout nu. Tu passes tout seul. C'est vrai que c'est des petites techniques comme ça. Tu parles des outils, c'est vrai que c'est important. J'avais vu aussi, vous avez par exemple le scientifique qui vient, faut pouvoir aussi vulgariser, pas être ennuyeux. Et il faut savoir, souvent quand on est très poussé dans notre connaissance, on pense que finalement tout le monde comprend ce qu'on dit. Et il faut savoir redescendre. Et là aussi, j'avais entendu une technique qui marche bien, c'est imaginer 3 chaises avec un enfant, un rebelle et un professeur. Et en fait, tu dois pouvoir parler à l'enfant qui va te dire « je comprends rien », au professeur où il va te dire « ok, mais concrètement, parle-moi chiffres scientifiques et tout ».
et parler au rebelle qui va te dire non mais ce que tu dis c'est faux. Et en fait bêtement se mettre psychologiquement en imaginant ça, ça permet d'avoir un discours beaucoup plus vulgarisant tout en étant bien poussé quand il faut être poussé quoi. Totalement d'accord. Si je peux donner un conseil à ceux qui viendront et peut-être à pousser à d'autres à devenir, c'est au-delà du contenu et de l'inspiration que vous allez avoir de ces orateurs oratrices, c'est essayer aussi de vous inspirer de la manière dont ils présentent, parce qu'en fait c'est pas tout le monde a d'un jour ou un autre dans n'importe quoi besoin de présenter quelque chose dans une ASBL, dans une entreprise, dans son école ou autre. Et ce sont des techniques, moi-même, qui ai fait déjà 5 conférences TEDx, mais pas comme organisateur, actuellement qui lance mon propre projet entrepreneurial, je suis accompagné par Thierry, l'ancien coach de TEDx Liège, qui m'aide là-dessus. Et il me dit, mais enfin Jérôme, t'as assez suivi. Je dis, non, j'ai besoin de toi. Et il me donne des tools. Moi, j'ai toujours envie de meubler. Moi, quand il y a un blanc, je suis pas bien. Et je crois que c'est beaucoup, on est comme ça. Et en fait, il me dit, non, parfois un petit blanc, et même voulu exprès, pas trop long, mais voulu, ça laisse le gens un temps de digérer ce que tu viens de dire. Parce qu'on a envie de dire tout ce qu'on a envie de lâcher, mais parfois les gens doivent digérer parce qu'ils ne sont pas dans notre monde. Et parfois ça laisse. C'est des petits outils comme ça. Et donc, pour revenir à ce que je disais, venez et analysez aussi la manière dont les gens présentent. Vous allez apprendre beaucoup sur le storytelling et sur le non-verbal. C'est vrai qu'en plus aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on a de plus tendance à devoir pitcher ou de plus peut-être se mettre en avant sur les réseaux sociaux ou autres. Et les codes sur les réseaux sociaux sont très stricts dans le sens où il faut rapidement pouvoir délivrer quelque chose, que ce soit par rapport aux différents canaux, il faut savoir s'adapter à chaque fois. Donc c'est important aussi de pouvoir bien communiquer entre guillemets. Et c'est vrai que, comme tu dis, voir un orateur parler, surtout si on est impacté par ce qu'il dit, c'est intéressant d'analyser et comprendre qu'est-ce qui fait que moi je suis là en train d'écouter, quoi. Tout à fait. Les plus grands leaders, c'est pas toujours ceux qui savent tout sur tout, et loin de là, c'est ceux qui savent poser calmement les choses, qui ont du charisme, et c'est ceux qui s'entourent bien. Donc, de bien expliquer les choses calmement, c'est ce qui fait la force des plus grands leaders. Ouais, c'est vrai. Et comme tu dis aussi, de pouvoir toujours être coaché, accompagné. Même je pense que les plus gros entrepreneurs sont coachés. Et d'avoir aussi ce recul sur où on en est, etc. Je pense aussi c'est quelque chose d'important. Et est-ce que vous... là, tu as parlé de coach, vous avez parlé de coach. Est-ce que nous aussi, peut-être un jeune entrepreneur qui veut peut-être apprendre aussi, acquérir de la connaissance, pourrait peut-être... est-ce que vous proposez peut-être d'autres formes de partage de connaissances, tu vois, par rapport à ce que vous apprenez ou autre? Comme Jérôme disait, je pense qu'on en apprendra beaucoup en venant sur place et en analysant, parce que les exercices qu'on a fait avec le coach directement, c'était sur la présence sur scène, la manière de se tenir, le volume de la voix aussi, les différentes tonalités, etc., les énergies qu'on met dedans. Et moi, je trouve que c'est marrant de voir un peu comme chaque personne est différente, et en fonction aussi du moment où tu es dans ton pitch, tu te comportes différemment, tu occupes l'espace différemment. Donc, moi, je trouve que c'est tout ce qui est non-verbal dans un pitch, au final, c'est tellement important. Et la plupart des exercices qu'on a fait, c'était beaucoup de partage d'outils aussi. Parce que voilà, il y a des moments où peut-être on va buter sur un mot, comment est-ce qu'on se remobilise, et la technique du W, ce genre de choses. Il y avait aussi RDV. Justement, est-ce que moi, je ne peux pas acquérir ces connaissances? Comment je fais? Bon, je sais pas. Parce que c'est tout ce que vous me dites, c'est vraiment intéressant. Je pense que ça. Pas une idée pendant le TEDx de mettre un atelier peut-être le matin. Certains qui voudraient venir. Je lance l'idée. Hein, pas que ça va se faire. Il ramène du travail. Voilà, ça y est. Ou tout simplement, j'aurais envie de dire, si pas dans ce cadre-là, ne pas hésiter à contacter l'équipe, de les mettre en contact avec le coach. C'est quelque chose. Alors évidemment, c'est leur métier, donc c'est pas des gens qui sont gratuits. Hein. C'est normal, et c'est normal. Mais par contre, je donnais l'exemple de nous maintenant avec notre projet entrepreneurial. On l'a fait, on le fait encore, et c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, même ceux les plus chevronnés, et qui vont vous apprendre, même dans autre chose que l'entrepreneuriat, dans votre vie de tous les jours, à mieux parler, à une meilleure posture. Et donc, il existe des gens, donc n'hésitez pas à contacter l'équipe TEDx, peut-être qu'ils vous mettent en contact avec, j'ai oublié son prénom. Pascal. Avec Pascal, ou Thierry l'ancien, mais Pascal ici qu'on va mettre en avant parce que c'est lui qui aide évidemment l'équipe cette année, donc merci Pascal. Il y a d'autres personnes comme ça, des gens très très compétents, dont c'est le métier, qui ont vu des dizaines et des dizaines de gens, que ce soit des politiciens, que ce soit des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des artistes. Souvent les artistes aussi ont... leur métier c'est de faire de l'art, de chanter, mais ils n'ont pas l'habitude de parler. Il y a une année, on avait invité
Ozark Henry, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Ozark Henry, c'est un chanteur belge, flamand assez connu, en tout cas de ma génération. Il était appelé à l'époque le David Bowie belge. Ah ouais. Vraiment, je vous conseille Ozark Henry. Il était venu, et lui, moi j'étais très très fier de l'avoir fait venir. On revient on arrive à aller chercher les gens. Évidemment, on essaie d'aller chercher des gens qui nous passionnent, donc j'ai fait venir Ozark Henry. Et à un moment, je le voyais, mais stressé avant de monter sur scène. Je dis, il s'appelle Pete en fait, son vrai nom. Je dis, Pete, t'as l'air stressé. Pourtant, moi, je m'imaginais, tu parles, tu remplis le Sport Palace. Je me dis, tu as l'habitude de voir du monde devant toi. Il me dit, Jérôme, moi j'ai l'habitude de chanter, j'ai pas l'habitude de parler. C'est pas le même exercice. Et il a assuré, évidemment. Il a fait un talk de fou. Je vous conseille d'aller le voir sur notre chaîne YouTube Gotoro TEDx Liège. Mais en rentrant, il était stressé. Et après, c'était son métier aussi de pouvoir monter. Et un autre aussi, que vous connaissez peut-être plus, c'est Cody, l'humoriste, vous connaissez peut-être, qui est déjà venu au TEDx Liège aussi. Et juste avant de monter sur scène, j'ai dit la même chose. Je le voyais sauter, faire des exercices. Je dis, ça va? Je dis, tu me stresses? Il me dit, non, t'inquiète pas. Il monte sur scène, il arrive à peine sur scène, il fait un truc de fou. Et il revient, je dis, enfin, tu m'as fait peur. Il me dit, Jérôme, c'est mon métier quand même. et donc voilà, pour revenir sur le côté parler, en fait, on peut croire que certains ont le plus l'habitude, mais non, parfois ils sont dans des zones d'inconfort. Et le fait d'être coaché, entraîné par des professionnels, ça aide. Et je le conseille à tous ceux qui, un jour ou un autre, doivent faire un pitch, doivent faire une présentation dans le cadre du boulot, de leur ASBL ou autre, à l'école, simplement, une présentation devant un jury ou des choses comme ça. Si vous pouvez vous le permettre, on n'est pas obligé de tout le temps prendre un coach payant. Parfois, c'est juste même de présenter devant des amis, la famille, quelqu'un qui a déjà fait un TEDx, l'équipe TEDx ici, qui vont pouvoir vous donner des conseils. C'est quelque chose... on apprend tous les jours. Ouais, comme tu as dit, nous les Belges, on est trop humbles, il faut un peu plus s'exprimer, partager nos connaissances. Prendre la parole quand on a l'occasion. C'est ça. À chaque fois, parce que ça vient avec... Mais c'est ça, et bêtement, vous parlez du networking. T'en as parlé toi. Souvent, quand moi j'ai fait des networking, tu vois qu'il y a 100 personnes, il n'y a personne qui se parle, quoi, tu vois, et personne n'ose. Et au final, parfois, moi ça m'est déjà arrivé, je suis en networking, je vois un mec qui est dans le fond, il a l'air tout timide et tout, personne ne va vers lui parce que les gens se disent, il vient de démarrer. Tu lui parles, le mec, il a fait des trucs que la salle réunie n'a pas fait, tu vois. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important, ouais. Et si je peux rajouter un truc là-dessus, j'aurais envie de parler à celui qui est timide, là, dans le coin. Quand tu vas à un événement comme ça, que ce soit TEDx ou tout autre type d'événement, conférence, networking, les gens, ils sont là pour ça. Ils sont là pour parler, rencontrer des gens. Donc, allez leur parler. Et qu'est-ce que vous risquez? Je le disais encore tout à l'heure, c'est juste quelqu'un qui vous dit, écoute, 2 secondes, je suis en train de finir ma conversation. Donc, parfois, il faut laisser finir les conversations. Mais les gens sont là pour parler. Donc, allez-y, présentez-vous, écoutez. Il ne faut pas toujours faire que vouloir vendre ou parler de ce que vous faites. Parfois, c'est en écoutant que vous allez apprendre et que vous allez vous trouver des points communs. Donc, écoutez, posez des questions. Et ça va aller tout seul. C'est un truc aussi, moi, peut-être pas le croire, mes amis ici à côté de moi, mais quand j'ai commencé, comme tout le monde, à 22-23 ans, j'étais un grand timide. Et on apprend avec l'expérience. Et en fait, on apprend très vite que quand on a un genre d'événement, les gens, ils sont vraiment là pour ça. Allez-y et vous risquez rien. Ils ne vont pas vous manger, les gens. Ça, et comme tu dis, un truc qui est important, c'est que la plupart des gens ont peur de ne pas savoir quoi dire ou qu'il y ait des blancs et tout. Et au final, il y a une technique qui est très simple, c'est t'y vas et tu t'intéresses à la personne qui est en face de toi. Écoute, simplement. Et t'écoutes. Et à un moment donné, la personne va dire, et toi? Voilà, là, c'est bon. C'est même la meilleure technique. C'est la meilleure technique. Vendre son truc. Bien sûr, c'est ça. Vous allez ennuyer les gens. Et ça marche à tous les coups, parce que les gens aiment bien parler d'eux, donc aller et dire, franchement, super. On va peut-être parler de vos partenaires. Comment est-ce que vous avez géré le sponsoring, les partenaires qui vous ont aidé qui vous aident pour l'événement? Donc ça, tu nous as parlé au début de podcast des plus grandes difficultés qu'on a eues pour relancer le TEDx. Ça en fait partie, parce qu'évidemment, il y a les règles de TEDx. Donc, un partenaire ne peut pas être sur scène. Ne peut pas être sur scène veut dire ne peut pas faire de pitch à proprement parler, et il peut pas y avoir de visibilité aussi sur scène. Donc ce que tu offres à tes partenaires, tu dois être un peu créatif dans ce que tu peux offrir à tes partenaires, parce que donc ils sont quand même affichés à chaque fois en début des vidéos, des talks, mais sinon toute la visibilité elle se fait sur l'événement même, ce qui fait qu'on a dû être un peu créatif dans notre approche avec les partenaires, et aussi aller chercher des personnes, des entreprises qui, eux, veulent soutenir ce type d'initiative aussi.
Parce que voilà, le TEDx, oui, on n'aura peut-être pas la plus grande vitrine, mais c'est soutenir un événement local, c'est donner une chance à une nouvelle équipe, etc. Donc c'est tout l'aspect qu'il y a derrière. Ce qui fait qu'on a pu aussi aller chercher, on a beaucoup de partenaires qui nous ont fait confiance aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais les citer, mais est-ce que je les cite ou... Comme vous voulez, Sinon, vers le site web, tout simplement. Ouais, ils sont disponibles sur nos sites web. Et puis aussi, on a des acteurs locaux qu'on essaye de mettre en place. Je pense aussi, par exemple, aux partenaires qui vont être sur place, qui vont avoir un stand. On a L'Œil, par exemple, qui est une nouvelle initiative autour du vin à Liège. Et évidemment, on a aussi mon podcast. qui sera sur place avec nous. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, donc c'est vrai que quand vous nous avez contactés, nous, quelque part, on a la même mission, c'est-à-dire pouvoir offrir la possibilité à n'importe qui de se mettre en avant, d'aspirer les gens aussi. C'est pour ça qu'on a créé une chaîne YouTube, on est sur les réseaux, etc. Et puis, pour moi, ça matche parfaitement, quoi. Donc c'est cool. Donc, effectivement, on sera là sur place. Donc, on mettra un petit stand podcast. Donc, ceux qui veulent venir se tester, s'essayer au podcast, l'équipe sera là, quoi. Et puis, voilà, donc c'est cool. Et puis, on est entre liégeois, on est local. Et on est jeune, sauf... Non, je rigole. Je vais m'en aller. Non, je rigole évidemment, mais voilà, c'est vrai que en tant que moi-même, je suis entrepreneur depuis plusieurs années et ça fait plaisir de voir qu'à Liège, il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de villes comme Paris, comme les États-Unis, en Asie, où ça bouge énormément. Et ici, c'est vrai que ça commence à bouger, donc c'est vraiment cool. Donc, c'est top. Et puis, c'est la rencontre. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai connu l'initiative via un ami qui m'a renseigné. Et puis, ça, c'était direct. Je veux dire, ça s'est fait directement. Ouais. Il y a eu directement une alchimie, je pense, entre les deux initiatives. Parce que, voilà, on vise la même chose, comme tu dis. On veut mettre en avant des initiatives locales. Et puis, voilà, je trouve que c'est un partenariat qui a tout son sens. Je veux dire, il y a un événement de l'autre côté. Vous avez tous vos canaux de diffusion, le podcast, etc. Donc, évidemment, pour moi, ça tombait sous le sens qu'on fasse quelque chose ensemble et puis arriver à tirer les initiatives liégeoises vers le haut, bien sûr, s'entraider. Donc, c'est ça, c'est promouvoir les commerces locaux. On a fait des partenariats pour faire des concours, par exemple, avec des commerces liégeois. Donc, ça, c'est aussi donner de la visibilité et faire vivre cette communauté-là. Et en fait, ce qu'on remarque aussi avec nos partenaires, il y a aussi surtout un échange autour des valeurs. On a des valeurs qui sont communes et c'est pour ça aussi que les partenaires nous soutiennent. C'est parce que on véhicule des valeurs qu'ils ont envie aussi de véhiculer avec leurs entreprises et donc on se retrouve autour de cet échange de valeurs, au-delà de l'échange de visibilité, etc. C'est ça qui est important. C'est ça, aussi. Et on regarde l'esprit liégeois ou belge, on va dire belge. Et si je peux ajouter un truc, donc au-delà de ce que vous venez de dire et de remercier les partenaires existants, donc merci aussi à notre podcast de soutenir le TEDx Liège. Je vais faire un petit appel. Comme on l'a dit, c'est géré par une SBL. Personne n'est rémunéré là-dedans. Donc, il y a un coût, évidemment, dans tout ça. Et le but, c'est c'est pas du profit, c'est de faire que ça fonctionne et que ça ne coûte pas aux organisateurs. Si certaines entreprises ont encore des tout petits budgets dans leur branche responsabilité sociale et sociétale de leur entreprise, qui n'hésitent pas à contacter l'équipe. Vous ne serez pas déçus. Parce que, pour revenir sur ce que tu disais, Gilles, même si vous reprenez, ça a toujours été la plus grande difficulté. C'était de joindre les deux bouts. Et c'est tout ASBL a ces problèmes-là, ces challenges-là dans leur gestion. Mais c'est ce qui en fait le fait que c'est pas facile à organiser. Donc souvent, on a l'impression, moi je me souviens des gens qui disent « c'est cool, t'as de la chance ». Je dis « oui, mais c'est des heures de travail derrière. Je suis très fier de le faire, très content. Et je pense que vous aussi, tu le disais tout à l'heure. Mais c'est énormément de travail. Donc j'en profite aussi pour remercier l'équipe pour tout le travail qu'ils font depuis plusieurs mois là-dessus. Et c'est la face émergée de l'iceberg, c'est ce que vous allez voir le 30 avril. Mais derrière, il y a beaucoup de travail. Et donc, s'il y a des entreprises qui sont prêtes à soutenir en nature ou pas qu'en nature l'équipe, je vous conseille de les contacter sur tedxliège.be et ils se feront un plaisir de vous expliquer le projet. Ou s'ils veulent passer une superbe après-midi, je veux dire en team building, etc., on offre aussi des places. Donc, on offre des places. On propose des places VIP. Aussi il est parti en all-in, là. Il a dit, allez, tout le monde prend, on offre les places. Non, mais voilà, c'est...
évidemment, il y a le soutien sponsoring, mais aussi les places pour faire un team building, etc., qui peuvent être intéressantes pour les entreprises. Et c'est une manière de nous soutenir aussi. Et je reviens sur la question que tu posais tout à l'heure. Tu disais, tiens, je suis entrepreneur, pourquoi je dois venir? J'aurais envie que vous répondiez aussi à, je suis étudiant, pourquoi je dois venir? C'est vrai, c'est vrai. Moi, je dirais, je suis étudiant, donc pourquoi je dois venir? C'est pour m'ouvrir un maximum de portes et j'ai envie de dire, en fait, quand on est étudiant comme ça et qu'on arrive dans la ville de Liège, etc., on n'a pas forcément conscience de tout ce qui existe. Et je pense que le fait de participer à ce type d'événement-là, etc., c'est une manière d'ouvrir un peu nos chakras, j'ai envie de dire. On se rend compte de tout ce qui existe, de tout ce qu'il y a autour de nous, et de juste pouvoir déjà en avoir conscience, et puis de s'essayer, de juste tenter, aller trouver ces personnes-là, parler, et puis se lancer à un moment donné. Donc c'est une manière de découvrir des initiatives et de soi-même se lancer par rapport à ce qui existe. Et je rajouterais, en tant qu'étudiant, vous êtes l'avenir. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'événement. C'est pour réfléchir ensemble à quel futur on a envie pour demain. Et le futur, c'est vous, les étudiants. Donc, en fait, si on veut le construire, c'est avant tout avec vous. Et donc, voilà, si vous êtes étudiant, c'est pour ça qu'il faut venir, je dirais. Et c'est un prix spécial étudiant? On n'a pas un prix spécial Non, étudiant, on la a des mauvaise partenariats négociés. Ouais. Des partenariats négociés. Ok, d'accord, je n'ai rien dit. Mais j'aurais envie de dire, et c'est souvent j'ai eu la question quand on l'organisait, c'était, oui, mais ça coûte quand même. Bon, il y a des partenariats, donc il y a moyen d'y avoir accès différemment. Mais parfois, posez-vous la question de X bière ou X verre de vin quand vous sortez. Top, j'ai fait la fête comme vous aussi, je le fais toujours. Mais dites-vous que avoir accès à ce genre de contenu et ce genre de réseau à votre âge, pour le prix de X bière, j'ai pas le montant en tête, ce n'est pas énorme et ça en vaut la peine, franchement. Et puis quelque chose qu'on peut ajouter aussi, c'est que nous, on recherche des étudiants, pour être bénévoles, pour nous aider. Donc, si vous êtes intéressé et si le type d'événement du TEDx vous inspire, voilà, nous, on recherche des personnes pour nous épauler, pour nous aider à organiser sur place et peut-être, pourquoi pas, organiser d'autres éditions par la suite. Ouais. Et si je peux rajouter une dernière chose, c'est vrai que je pense que la plupart des étudiants aujourd'hui, surtout à l'ère du digital, on est fort isolés, on est fort sur nos téléphones, où il y en a, ils sont un peu timides ou introvertis, ils restent souvent chez eux. Et parfois, qu'on soit entrepreneur ou pas, ce type d'événement, il y a beaucoup d'opportunités. Et parfois, une rencontre, ou même pas une rencontre, où on va entendre quelque chose et tout, ça peut nous impacter, ça peut nous ouvrir des portes. On dit souvent qu'il y a beaucoup de chances de la vie, mais au final, les chances, on les provoque. Et ce type d'événement, c'est l'événement parfait. En plus, c'est chez nous, donc c'est à Liège. Il peut vraiment se passer des choses incroyables. Il y a toujours un avant, un après. Et pour l'avoir vécu plusieurs fois, parfois une personne, une rencontre, une poignée de main, ou peu importe, ça peut vraiment découler sur des choses incroyables, quoi. Donc, il faut être là. Donc, rejoignez-nous le 30 avril à l'Orchestre Philharmonique de Liège pour vivre un événement incroyable, le retour de TEDx Liège dans notre cité ardente, de TEDx dans notre cité ardente. Venez découvrir nos magnifiques speakers, donc 9 talks. Et donc, voilà. Prenez vos places. Prenez vos places dès maintenant. Voilà. Et moi, je dirais merci à vous déjà d'être venu ici. J'espère que l'expérience podcast vous a plu. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est vrai que ça permet aussi, comme on en a parlé tout à l'heure, d'être un peu plus authentique, un peu comme si on était au bord d'un bar et de discuter. Et donc, voilà, j'espère que les gens vont apprécier la vidéo. Un maximum de personnes viendra à l'événement, quoi. Par contre, on n'a pas de verre. Bord d'un bar, tu dis, mais il n'y a pas de verre. Ça, c'est après, c'est pour pas mettre ça devant la caméra. Ah, okay.